Ouvrier, mais elle a raison. C'est là où j'allais dire, Marine a totalement raison, et pour moi, c'est l'erreur d'Éric Zemmour d'avoir parlé que de l'union des droites. Le français, il n'est ni de gauche ni de droite, comme disait un certain général. Vous êtes pour un programme. La France n'est ni de gauche ni de droite. Non, il n'a pas dit ça. Non, d'accord. Il a dit la France est de droite. Non, il dit on ne gouverne pas la France à droite ou à gauche. Il ne faut ben, pas si déformer les propos du général. Je vais dire. Moi, je suis content parce que j'ai le révérend père au général, qui a la parole sacrée. Les évangiles du général. J'ai écrit plusieurs livres sur le général. La porte-parole du général qui est là. C'est dommage justement parce que la dissolution finalement a écrasé les leçons et les enseignements qu'on pouvait tirer des résultats de cette élection. Moi, par exemple, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé du tout, c'est le score de la France insoumise. La France insoumise fait presque 10%. La France insoumise n'a fait campagne... Rima Hassan est élu. La France insoumise, effectivement, la France insoumise n'a fait campagne que sur Gaza. C'est-à-dire, elle n'a pas fait campagne sur l'Europe, elle n'a encore moins fait campagne sur la France, elle a fait campagne sur un conflit qui est un conflit étranger, qui dans tout pays normalement... Ça dit quoi, ça, selon vous ? Attendez, mais je vais vous dire, normalement, un conflit comme le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit qui est étranger à la France. C'est un conflit qui doit être géré par le ministère des Affaires étrangères, au même titre que tous les autres conflits, comme l'Ukraine, etc. Or, on voit bien que s'ils ont conduit la bataille électorale sur cette seule thématique, c'est que nous avons en France une tentacule de la Oumma qui pèse plusieurs millions d'électeurs, et à qui il faut parler, qui se sentent plus d'allégeance et qui se sentent plus concernés par ce qui se passe à 5000 km de chez nous, par les douleurs et les souffrances qui se passent à 5000 km de chez nous, que par les douleurs et les souffrances franco-françaises. Donc André Berkoff, vous disiez justement... Moi je crois que vraiment, je me rappelle d'une discussion avec Zemmour, on a eu assez enflammé, un soir, on discutait, j'ai dit mais pourquoi tu parles de l'union des droites ? Pourquoi tu ne dis pas que ces concepts-là, aujourd'hui, en 2024, ça n'a plus du tout la même signification qu'en 1940 ou 50 ou 70. Attends, je termine. Mais c'est grotesque. Il y a une réponse immédiate à laquelle tu songes même pas. Quoi ? Laquelle ? Eh bien, je vais te le dire. Oui, vas-y, dis. En France, les élections se font à 2 tours. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et alors ? Et alors attends, laisse-moi finir. Oui, vas-y. Ce qui suppose qu'au second tour, si l'on veut l'emporter, on fasse l'union, chacun dans son camp. Même le général de Gaulle l'avait trouvé. En 65, il était le candidat de la droite face à Mitterrand qui était le candidat de l'union de la gauche. Nous sommes d'accord. Si la droite répète, comme tu le dis, qu'elle n'est pas à droite, tandis que la gauche, elle, fait toujours l'union à gauche et que nous, on part toujours divisé au second tour, on sera dominé ad perpetuum par la gauche, ce qui arrive depuis 50 ans. Voilà. Nous ne sommes plus il y a 50 ans. Nous sommes en 2024. Je te dis que ça arrive depuis 50 ans. Nous refusons de nous unir à droite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous continuez toujours avec le même cliché, au lieu de dire, pardon, les patriotes, les souverainistes, ça veut dire quelque chose. Et face à ça, tu mets les mondialistes. Voilà. C'est fini ton histoire de gauche et de droite, c'est vieux, c'est mort, c'est l'EHPAD après le Rivotril. Il faut changer. Incroyable. Il faut changer. Il est là, la gauche, la droite, la gauche, la droite. Non mais pour vous, il faut changer le mode de scrutin. Il faut changer le mode de scrutin. Et ça, la France insoumise l'a parfaitement compris. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a mis Rima Hassan comme candidate, qui n'a parlé que des territoires palestiniens, que de Gaza, que du génocide, etc., et qui arrive à entrer au Parlement. Donc, qu'est-ce que ça vient dire ? Alors qu'un parti comme Reconquête, qui a fait une campagne française et européenne sur la civilisation européenne, sur l'identité française, sur la lutte contre l'islamisation, il n'obtient qu'un peu plus de 5%. Alors, vous allez me dire, le RN est à plus de 30%. Certes, mais le RN, vous le savez, a édulcoré son discours sur un certain nombre de thématiques. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que ces élections européennes actent en réalité, en grande partie, le grand remplacement. C'est-à-dire que nous avons une force électorale qui pèse près de 10%, qui ne parle plus des problèmes français et qui ne parle qu'à la Oumma pour les problématiques de la Oumma, sans jamais évoquer les sujets qui sont ceux de l'élection à laquelle nous avons affaire. Et donc ça, c'est très inquiétant et je ne l'ai entendu nulle part. Tant qu'il y a un scrutin à 2 tours, André Berkoff, je sais qu'il y a 2 tours dans les scrutins. Encore la gauche, la droite, on va parler de la gauche et de la droite. Mais est-ce que tu ne vois pas que ce qui se passe dans le monde, et tu connais mieux la politique étrangère que moi, pourquoi Poutine a refait la Russie comme il l'a refaite ?
Pourquoi Xi Jinping a fait la Chine? Mais De Gaulle aussi. Pourquoi Alain Trump, on dit quoi? Chercher si loin, De Gaulle aussi. Mais De Gaulle, il est mort en 70. Je sais, tu le sais pas. Je sais que tu ne le sais pas. Il ne sait pas que De Gaulle est mort. Il croit qu'il est encore là. Mais De Gaulle aussi, il est mort, il est De Gaulle. Appelez-moi Charles tout de suite, là. Je veux le voir, Charles. Incroyable. Mais lui aussi, lire les résultats à l'aune du nombre des inscrits a quelque chose de vertigineux. Il est président de la République, il a d'immenses pouvoirs, il les outrepasse d'ailleurs. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Il est en train de violer la Constitution en ce moment, je vous signale. Parce que, ah bon? Oui. C'est-à-dire? Eh oui. Je vais vous dire pourquoi. Je suis constitutionnaliste et je me suis appliqué, avant de dire ce que je viens de vous dire, à faire confirmer la chose par Jean-Marie Cotterêts, que beaucoup de gens connaissent, qui est un constitutionnaliste éminent. Le calendrier ne tient pas. C'est ce matin, simplement, ce mardi matin, 11 juin, qu'a été publié le décret de dissolution, comme tout au journal officiel. Comme tout acte publié au journal officiel, il ne prend effet que le lendemain, pour que tout le monde ait le temps de le lire, c'est-à-dire 24 heures plus tard, c'est-à-dire le 12. Et après le 12, il faut 20 jours, d'après l'article 12 de la Constitution française. Il s'en fout, la Constitution française. Mais enfin, elle existe quand même. Eh bien, ça interdit toute élection avant le 2 juillet. C'est un mardi. Il faudrait donc reporter au 7 pour le premier tour et au 14 pour le deuxième tour. Ce qu'il fait est un coup d'État, et ça peut vicier, ça peut même annuler l'élection qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Je suis inscrit nulle part. Je ne vote plus. Je ne crois plus aux élections. La France ne s'est pas faite à coup d'élections et tout ça. Bon, je veux bien en parler, c'est amusant, mais c'est pas comme ça qu'on fait l'histoire. Ah, donc vous n'avez pas voté dimanche? Je ne vote plus. Je vote plus depuis le premier tour de 2017. Je suis inscrit nulle part, je vous le répète. Donc, il y a aussi 3 millions ou 4 millions de gens qui sont inscrits nulle part, plus 50 millions d'inscrits. Ça fait à peu près un corps politique de 53 ou 54 millions. 3,6 millions simplement, ça fait 6% des Français qui soutiennent le président de la République. Il est absolument impossible de gouverner dans des conditions... Enfin, c'était déjà le cas à la présidentielle. Pareil, sauf à faire tous les jours un coup d'État. C'est pour ça que j'ai évoqué cette violation de la Constitution. Donc vous considérez qu'elle est illégitime, cette élection? C'est ça que vous... Tout pouvoir est illégitime depuis le traité de Lisbonne. Bon, avec nous également... Et alors, pour conclure, la bonne solution, c'était la solution digne, c'était la démission. Il avait le choix entre dissoudre et se démettre, il devait démissionner. Alors, pour la défense de mon président, pardon, mais l'esprit de la Constitution, est-ce que c'était pas, on se souvient de François Mitterrand, Jacques Chirac, est-ce que c'était pas, finalement, la dissolution n'appelle pas forcément une démission Juridiquement, non, mais moralement... Enfin, le général de Gaulle n'était pas obligé de démissionner, de se démettre en 1969. Exactement. Mais en fait, pourquoi il l'a fait? Parce qu'un président sent que son pouvoir procède du peuple. Donc si le peuple lui envoie un signal suffisamment fort pour le désavouer, eh bien là, on est dans l'esprit des institutions davantage que dans la lettre. Il y a pire, comme a dit tout à l'heure André, 80% de la population française soit de l'indifférence et du mépris, soit de la haine pour le président de la République. Un pays ne peut pas vivre comme ça. Oui, moi, je suis frappé. Comment on peut encore parler du Parlement européen, parce qu'il va avoir à peu près la même majorité pour une chose très simple. Vous vous rappelez qu'il y a eu un amendement demandant la transparence des contrats signés avec Pfizer, de Mme Ursula. Mais je veux de la transparence. Qui, qu'on soit de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, ne veut pas la transparence? Sans effet, André. Les 2/3 du Parlement européen ont voté contre la transparence, y compris M. Glucksmann et Mme Hayet. Et il paraît M. Bellamy, mais il a corrigé son vote. Comment voulez-vous avoir confiance dans des gens qui sont incapables de réclamer la transparence? C'est fini. Après, juste une dernière chose. Je ne suis pas totalement d'accord juste sur le fait de la mondialisation, parce que ces gens-là ne veulent pas de frontières, etc. Mais par contre, estiment que les autres pays ont le droit de conserver leur identité et leur civilisation. C'est ça aussi, c'est le deux poids, deux mesures, le problème. C'est-à-dire qu'en effet, la civilisation occidentale doit être vouée à disparaître, à mourir, à être diluée dans un espèce de mondialisme. Mais par contre, ils acceptent parfaitement que les autres pays du monde, eux, préservent leur identité. Et on l'a vu avec l'affaire de la Nouvelle-Calédonie, où on nous explique que les Calédoniens doivent garder leurs terres, etc. Ça ne vaut que pour l'homme blanc, en fait, occidentale, parce que ces gens sont mondialistes, mais ont d'abord la haine de la civilisation. Ce sont les seuls mondialistes aujourd'hui, c'est ça. Paul Marie. Il y a spécialement...
Et deuxièmement et surtout, l'histoire de l'identité, on est totalement d'accord, l'histoire de l'identité, la civilisation, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, ça a été très intéressant, c'est que la différence entre Zemmour et cette campagne depuis 3 ans, Zemmour, il a fait le mauvais boulot pour Marine Le Pen. On est d'accord. Ouais. Zemmour a ramené l'église au milieu du village, mais comme Marine Le Pen avait besoin de montrer qu'on était propre sur nous et qu'on savait manger et qu'on ne mangeait pas avec les doigts, Zemmour lui a amené 90 députés et de là 200 députés. Voilà. D'abord, il n'y a pas eu de... Il joue le chaos, vous pensez, le président, là? Oui, parce que ces mandataires jouent le chaos en France. C'est qui ces mandataires? Les oligarchies internationales, ça existe, vous savez. Il n'est pas arrivé là par hasard. Fillon n'a pas eu des histoires par hasard. Madame Merkel a été nommée. Monsieur Tony Blair a été Fillon, vous avez nommé. conseillé, je crois, en plus. Fillon, j'ai été très proche de lui du temps où j'étais la plume de Philippe Séguin après avoir été celle de Boutros-Ghali, puisque j'ai fini par connaître à peu près tout le monde.